Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire. Donc, je me présente, je suis Pierre Picard, consultant Syndex, spécialisé dans les restructurations, membre du pôle spécialisé sur ce champ-là au sein du cabinet. Je suis accompagné de mon collègue qui va se présenter. Bonjour, donc Paul Lemotte. Alors moi je suis un intervenant santé, sécurité et conditions de travail, donc également à Syndex, hein, et membre comme Pierre du pôle d'expertise restructuration au sein du cabinet. Pour terminer, avant d'entamer, juste pour vous présenter un peu comment va se tenir ce webinaire, on va vous faire une présentation pour commencer et ensuite on aura un échange, j'allais dire une séquence plutôt consacrée à des questions-réponses. Et on vous invite évidemment au cours du déroulé de notre présentation à vous rendre justement dans le module questions-réponses pour les poser, pour poser vos questions et on les traitera, j'allais dire, en fin de présentation. Le sujet du webinaire, ce sont les différents outils de restructuration et la posture à adopter face à ces différents outils. Et j'allais dire à la fois les enjeux à identifier et j'allais dire les leviers aussi qui peuvent être à disposition des organisations syndicales lorsqu'elles sont confrontées à ces différents leviers. Alors, pour commencer, hein, j'allais dire à l'origine des restructurations, il y a des difficultés, une situation au sein de l'entreprise, au sein du groupe, qui, j'allais dire, justifie ou tout au moins nécessite des restructurations. Alors évidemment, ces difficultés, elles peuvent être à la fois, difficultés économiques, j'entends, elles peuvent être à la fois passagères, ou structurelles, elles peuvent être d'ampleur plus ou moins importante. Et évidemment, les différents outils de restructuration, par la souplesse différente qu'ils offrent, par le caractère aussi impératif qu'ils amènent, sont plus ou moins adaptés selon les difficultés, avec évidemment des difficultés qui ont toute la gradation, j'allais dire, qui va à la fois d'une situation passagère, absorbable, et j'allais dire sans nécessité impérieuse de restructurer, jusqu'à une situation, j'allais dire, de crise profonde, avec à la fois des difficultés structurelles et conjuguées à des difficultés conjoncturelles, et où là, l'impératif de réorganisation est beaucoup plus prégnant, et évidemment, les marges de manœuvre sont beaucoup plus réduites du point de vue des employeurs, mais aussi du point de vue des organisations syndicales pour y faire face. Face à j'allais dire, à ce continuum, en tout cas cette diversité de situations, il y a différents outils qui peuvent être mis en place. C'est vraiment quelque chose qui est, j'allais dire, relativement récent, hein, puisque c'est suite aux ordonnances de septembre 2017 que la palette des véhicules, des moyens de restructurer s'est énormément étoffée avec, pour commencer, j'allais dire, le véhicule le plus connu et dont, j'allais dire, malheureusement, on est les plus familiers, hein, c'est-à-dire le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, qui inclut différentes variantes, on va y revenir, mais qui sont à la fois la première variante qui est le plan de départ volontaire autonome qu'on qu'on désigne comme PDVA, qui correspond finalement à un PSE sans départ contraint, un PSE qui est basé uniquement sur le volontariat, mais avec un motif économique, on va y revenir, et qui peut être couplé ou non avec par contre le PSE, j'allais dire classique, qui est le PSE qui ne comporte qu'un volet de départ contraint. L'autre outil, cette fois-ci récent, relativement récent, mais qui connaît quand même un développement important, c'est la RCC, hein, la rupture conventionnelle collective. On va y revenir, qui, elle, est basée sur la négociation, donc qui nécessite un accord et qui nécessite des négociations. On y reviendra. Et puis, troisième outil, l'accord de performance collective qu'on appelle APC et sur lequel également on va faire un développement.
Voilà. Avant d'aborder, je veux dire, ces trois outils, on va passer par un quatrième qui n'est pas mentionné ici, mais qui est l'outil de la GEPPMM. Et je passe la parole à Paul pour vous présenter cet outil et pour, j'allais dire, évacuer cet outil qui est un outil assez utilisé, mais qu'on préfère traiter tout de suite pour aborder les trois grands outils des restructurations à chaud. Alors, effectivement, c'était posé la question avec Pierre si on mentionnait cet outil dans la liste des outils classiques de restructuration. On l'a pas mis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous semble plutôt, pardon, un outil qui n'a pas pour objet de restructurer, et donc son utilisation en fait dans une optique de restructuration est de notre point de vue voilà, un dévoiement de l'outil, en tout cas l'utilisation de l'outil GEPPMM pour autre chose que ce qu'il a été conçu. Mais on s'est dit qu'on allait quand même l'aborder parce qu'on se rend compte, nous, dans nos interventions, qu'il est fréquemment utilisé par les employeurs pour restructurer, c'est-à-dire très concrètement, en fait, pour opérer des suppressions d'emplois. Hein, alors, un accord GEPPMM, donc c'est un nom un peu compliqué, hein, l'ancien nom c'était GPEC. GEPPMM, c'est gestion des emplois, des parcours professionnels et de la mixité des métiers. Alors, ça a effectivement en théorie pas pour but premier de supprimer les emplois, mais c'est plutôt un outil pour que les partenaires sociaux en fait échangent et s'entendent, s'il y a signature d'un accord, sur une vision partagée de l'évolution des emplois et des besoins en compétences de l'entreprise, avec l'objectif du coup que les partenaires sociaux puissent s'accorder sur une stratégie et des outils, du coup des outils partagés pour faire évoluer les compétences et l'emploi en lien avec l'évolution des besoins de l'entreprise en termes de cartographie des métiers, de formation, de parcours professionnel type, etc. Euh, et en fait, dans cette optique d'adapter en quelque sorte les compétences et les emplois aux besoins de l'entreprise et à l'activité de l'entreprise, il y a un outil ultime qui est l'outil de la mobilité externe, c'est-à-dire que si en dernier ressort, finalement, opérer des passerelles entre les métiers, des mobilités internes ne suffit pas à adapter l'emploi et les compétences aux besoins de l'entreprise, bah, il y a un dernier outil qui est finalement la mobilité externe, c'est-à-dire accompagner les salariés vers une sortie de l'entreprise. Mais en fait, dans l'esprit de la GEPPMM, c'est bien un outil dernier recours. Voilà. Et cet outil dernier recours sur la mobilité externe, en fait, il va être mis en œuvre par un outil spécifique, un dispositif spécifique, qui est le congé de mobilité. Alors, de manière bien moins fréquente, la mobilité volontaire sécurisée, dont on ne va pas parler ici parce que c'est très particulier. Mais ce qu'on peut voir, effectivement, c'est la mise en œuvre de congés de mobilité. Alors, la difficulté, en fait, c'est que on voit, et j'allais dire, on le voit de plus en plus, des entreprises qui utilisent l'accord GEPPMM, non pas du tout, effectivement, pour questionner l'adéquation besoin, enfin, l'adéquation, on va dire, euh, compétences, métiers, emploi aux besoins de l'entreprise, mais simplement pour opérer les suppressions d'emplois. Et effectivement, légalement, ils en ont la possibilité. C'est simplement un dévoiement du dispositif. Euh, voilà. Alors, c'est un accord de GEPPMM, donc il y a une négociation. Alors, on rappelle qu'il y a une négociation obligatoire tous les 3 ans sur la GEPPMM pour les entreprises de plus de 300. Donc, c'est un accord. Et donc, évidemment, s'il n'y a pas de signature, il n'y a pas de dispositif et de congé de mobilité qui se mettent en place. Hein. Donc, on va en reparler. Ça fait partie de ces dispositifs où finalement, les organisations syndicales ont un levier assez fort, simplement, qui est la signature. C'est-à-dire que s'ils ne signent pas, il n'y a pas de restructuration via un accord GEPPMM qui peut se mettre en place. Voilà. Alors, les petits points d'attention quand même sur la GEPPMM, c'est que de notre point de vue, en fait, même s'il n'y a pas de motif économique nécessaire au début d'une négociation à la conclusion d'un accord GEPPMM, pour nous, c'est quand même très important que les organisations syndicales qui vont négocier un accord de GEPPMM, et surtout si c'est un accord de GEPPMM qui vise à supprimer des emplois via le congé de mobilité, c'est très important qu'elles aient un diagnostic économique et social de l'entreprise pour à la fois les éclairer sur véritablement les nécessités de suppression d'emplois et puis pour éclairer aussi les marges de manœuvre à disposition de l'entreprise pour, on va dire, financer des mesures d'accompagnement sérieuses et bien faites à la mobilité externe. Voilà.
Euh, alors après, comme dans toutes les négociations, de toute façon, sur ce type d'accord, il y a une question qui va se poser, c'est est-ce que c'est le bon outil? C'est là où, en fait, comme c'est une négociation avec à la fin une signature ou non, je pense que ce qui est important, et on vous le répétera aussi, hein, notamment pour la RCC et la PC, ce qui est important, c'est que là, en fait, les représentants du personnel et les organisations syndicales qui vont entamer une négociation sur ce type d'accord, en fait, se posent toujours la bonne question, est-ce que c'est l'outil adéquat? Et est-ce que finalement, je n'ai pas intérêt à envoyer des signaux à ma direction pour dire que je ne suis pas prêt à négocier ce type d'accord, ou en tout cas, je ne suis pas prêt à négocier à n'importe quel prix, ou en tout cas, je vais mettre un prix élevé à la négociation de ce type d'accord, quitte à passer vers un autre outil de restructuration. Sachant qu'en fait, c'est quand même un outil qui peut porter un certain nombre de risques, parce que c'est un outil qui est finalement très peu cadré, hein, sur lesquels les contraintes légales sont très faibles, et notamment, hein, nous, on a pu le voir dans un certain nombre d'interventions, c'est un outil qui peut finalement autoriser un très grand nombre de départs sur une durée relativement longue. À savoir qu'en fait, contrairement par exemple au PSE et à la RCC, un accord de GEPPMM à travers un congé de mobilité, on ne doit pas forcément mentionner dans l'accord un nombre maximal de départs, ni effectivement une période sur laquelle ces départs doivent être effectués. Donc, à partir du moment où cet accord est signé, c'est en quelque sorte une vanne aux mobilités externes, donc en suppression de postes, qui est ouverte. Et une fois effectivement que l'accord est signé, les organisations syndicales et les représentants du personnel n'ont plus vraiment de levier, on va dire, pour maîtriser le flux des départs. Donc c'est en ça que c'est un dispositif quand même qui est relativement risqué. Voilà. Et l'enjeu le plus important, hein, si vous vous décidez à négocier et à conclure ce type d'accord, non seulement effectivement, ça va être de s'assurer qu'on va fixer un nombre maximum de départs, une temporalité des départs qui va être cadrée, mais aussi de négocier des dispositifs d'accompagnement bien faits, sérieux, et principalement un congé de mobilité suffisamment long, suffisamment bien rémunéré, la mise en œuvre d'une cellule de reclassement, des aides à la formation, des aides à la création d'entreprise. Alors, pour poursuivre, donc sur le premier véhicule qu'on citait tout à l'heure, hein, qui est le véhicule du PSE, avec ces j'allais dire ces trois variantes, hein. Une variante qui est le PSE avec seulement des départs volontaires, une variante qui est le PSE avec seulement des départs contraints, et puis une variante qui est la variante du PSE mixte, hein, qui combine, j'allais dire, les deux voies de suppression d'emploi, avec un volet de volontariat et un volet de contrainte, et qu'on voit également aussi assez fréquemment. Alors, pour que ce PSE, cette procédure finalement soit mise en œuvre, il y a des seuils à respecter, des seuils en termes de suppression d'emplois, c'est 10 emplois supprimés pour un motif économique avec en plus une période de 30 jours sur laquelle on mesure ces suppressions d'emplois. On voit d'ailleurs au passage, hein, assez souvent des sociétés dans lesquelles le seuil, on joue finalement avec le seuil et on limite le nombre de suppressions d'emplois à 9 pour éviter cette procédure qui finalement est une procédure quand même relativement protectrice des salariés. Ce qui est important de retenir, donc on disait 10 suppressions d'emplois dans une période de 30 jours. Pour un motif économique, la définition du motif économique a été considérablement à la fois élargie dans un certain sens et en même temps restreinte. Restreinte au niveau du périmètre sur lequel on l'apprécie, puisque finalement, c'est le territoire national qui est devenu le périmètre limitatif auquel on apprécie cette situation économique, et puis élargie parce que ont été rajoutées évidemment les difficultés économiques, la mutation technologique, les réorganisations de l'entreprise nécessitées par la sauvegarde de la compétitivité, donc une catégorie quand même très large qui permet de faire rentrer beaucoup de situations dedans, l'association d'activité de l'entreprise également, et puis j'allais dire aussi tous les autres éléments qui permettent d'établir un motif économique, et c'est comme ça que c'est prévu par le Code du travail.
Donc, une notion quand même assez large. Ce qui est à noter, notamment concernant cette procédure, c'est la mise en place obligatoire d'un plan de sauvegarde de l'emploi, donc un plan qui vise à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne peut être évité. C'est c'est une procédure qui, j'allais dire, ne se résume pas à un tête-à-tête entre les instances représentatives du personnel et l'employeur, puisqu'il y a une tierce partie qui joue un rôle, j'allais dire, particulièrement important dans cette procédure. C'est l'administration du travail, donc la DRITS ou la DRIETS, hein, selon qu'on est en région ou en Île-de-France, et qui est vraiment partie prenante tout au long de la procédure, qui la suit du début à la fin et qui, in fine, donnera ou non son feu vert à la procédure. Avec, j'allais dire, deux voies pour examiner in fine la procédure, qui est la voie de la validation, hein, donc qui correspond à la situation dans laquelle un accord a été trouvé parce que des négociations ont été ouvertes et un accord a été trouvé, ou à l'inverse, un accord en cas d'absence d'accord, finalement, la voie de l'homologation, et qui là passe par un contrôle beaucoup plus poussé de la part de la DRITS par rapport au dossier qui lui est soumis. Ces deux voies, j'allais dire, différentes d'examen final par la DRITS, évidemment, mettent en avant l'avantage pour l'employeur d'ouvrir des négociations et d'arriver au bout. Et, j'allais dire, offre là un levier pour les organisations syndicales qui, finalement, peuvent exiger, obtenir des améliorations, des ajustements en termes de mesures d'accompagnement, en termes même de conception du plan de manière plus générale, puisque finalement, le fait de donner à la fin leur accord et de valider l'accord débouchera derrière sur un examen allégé, on l'a dit, de la DRITS, et j'allais dire une garantie forte pour l'employeur que son plan puisse être mis en œuvre et mis en œuvre dans des délais qui lui conviennent. Dit autrement, en fait, enfin, le fait qu'il y ait un accord offre en fait une sécurité juridique assez forte en fait, hein, à l'employeur qui a très peu de chances de voir son PSE retoqué par l'autorité administrative à partir du moment où il y a un accord. Donc en fait, tout l'enjeu dans une négociation sur un PSE, c'est que les organisations syndicales monnaient entre guillemets cette sécurité juridique contre voilà, des dispositions améliorées en termes de mesures d'accompagnement, en termes d'ampleur de la restructuration, etc. Donc tout l'enjeu, c'est finalement auprès de votre employeur, quand vous êtes en situation de PSE, c'est de monnayer cette signature qui vaut assez cher, parce qu'en fait, l'employeur, en général, il achète assez cher, entre guillemets, hein, cette sécurité juridique, qui est pour lui important, parce que euh, un refus d'homologation de l'autorité administrative, ça va décaler de 3 4 mois, effectivement, tout processus. Et du point de vue de certains employeurs, ça peut être vraiment, effectivement, quelque chose qui sont prêts à, pour parler un peu vulgairement, à payer assez cher, en fait, en termes de bonification, notamment des mesures d'accompagnement. Voilà, tout à fait. Il s'agit vraiment de valoriser la signature des OS, puisque, comme l'explique Paul, ça fait quasiment office de blanc-seing au stade final d'examen par la DRITS. Euh, dans cette procédure hein, de PSE, qu'il s'agisse d'un PSE mixte ou d'un PSE qui fasse seulement appel au volontariat, il y a une double information consultation du CSE pour laquelle l'expert peut apporter son assistance, avec aussi bien les aspects, j'allais dire, économiques
financiers que les aspects, on va y revenir, SSCT organisationnels. Et puis, il y a d'autre part, si jamais l'employeur décide de les ouvrir, des négociations, et des négociations pour lesquelles les organisations syndicales peuvent se faire également assister par un expert, qui est le même d'ailleurs que la consultation, que l'information consultation au niveau du CSE, et qui justement permet d'outiller, d'accompagner, j'allais dire, tout au long des négociations, les organisations syndicales pour leur donner une base, j'allais dire, solide en termes de revendications et les aider, j'allais dire, à challenger justement l'employeur par rapport au dispositif qui est proposé et à son adéquation par rapport à la situation et aux salariés qui sont concernés. Alors, sur les PSE, on a un champ qui est important. Alors, en fait, qui est important sur l'ensemble des restructurations, hein, c'est la question des conditions de travail. Alors, la question des conditions de travail, en fait, elle se pose finalement sur deux temporalités. Elle se pose pendant la période de mise en œuvre, en fait, de la restructuration, hein, c'est-à-dire ce qu'on peut qualifier de période transitoire ou de transition, en fait, qui va commencer à partir de l'annonce par l'employeur d'une restructuration. Une annonce en soi, ça a déjà des effets, effectivement, ça a déjà des impacts en termes de conditions de travail et de santé au travail. Donc, une période de transition qui va commencer à partir de l'annonce jusqu'à la mise en œuvre effective de la restructuration. Donc déjà, effectivement, il faut se poser un certain nombre de questions sur les conséquences de la restructuration sur la santé au travail pendant cette période de transition. Et il y a évidemment une deuxième période qui est tout aussi importante, voire plus importante, qui est la question de l'impact de la réorganisation sur les conditions de travail une fois, en fait, l'organisation cible définitivement mise en place. Donc, c'est des questions qui vont se poser sur l'ensemble des champs hein, en termes de risque professionnel. Donc, le premier risque professionnel auquel on pense, c'est évidemment la question, enfin, le risque de sécurité dans l'emploi et de sécurité professionnelle, hein, qui est un facteur de risque psychosocial. On a évidemment la question de la charge de travail. On a évidemment aussi la question du soutien social et du bon fonctionnement des collectifs, la question de la possibilité de faire du travail de qualité, hein, puisque la qualité empêchée est un facteur de RPS. Voilà. Il y a tous ces champs qui vont se poser dans le cadre des restructurations. Simplement, là, si on reste sur le PSE, il faut rappeler que euh, l'employeur a vraiment des obligations légales hein, qui sont désormais bien précisées à la fois par la loi et maintenant aussi très sérieusement en fait par une jurisprudence qui est bien étayée du tribunal des conflits et du Conseil d'État. Voilà. Et en fait, ces obligations qu'on va appeler SSCT, hein, santé, sécurité, conditions de travail de l'employeur, dans le cadre de l'information consultation PSE, euh, elles sont, euh, elles sont doubles en fait, hein. D'abord, l'employeur, là, il a une obligation d'évaluer précisément en fait, les risques professionnels qui sont induits par le projet de réorganisation et de PSE. Et il a l'obligation en fait de présenter cette évaluation au CSE dans le cadre de l'information consultation. Voilà. Hein, donc c'est effectivement l'article L123330 du Code du travail. L'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur alors, un certain nombre de choses, notamment le volet économique, etc. Et sur les conséquences pardon, des licenciements projetés en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Voilà. Et en fait, si on regarde ensuite les obligations générales de l'employeur en termes de conditions de travail, on a effectivement, c'est la partie 4 du Code du travail qui nous dit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et ces mesures comprennent notamment la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Donc, on a une autre obligation générale hein, de l'employeur qui est d'évaluer les risques. Si on met tout ça ensemble dans un shaker, finalement, ce qu'a établi la jurisprudence, et notamment le Conseil d'État, c'est donc effectivement que l'employeur doit véritablement, première chose, évaluer les risques, présenter cette évaluation, et face à l'évaluation des risques qu'il a identifiés, il doit prévoir des mesures de prévention adaptées et de préférence des mesures de prévention primaires. Ces mesures de prévention primaire, effectivement, c'est bien lié aux obligations de l'employeur de mettre une organisation et des moyens adaptés. C'est-à-dire que si vous avez un employeur, votre direction, qui met en place une restructuration via un PSE et que à la fois vous estimez qu'il évalue incorrectement les risques, c'est-à-dire qu'avec une méthodologie trop faible ou inefficace, si il met en place, notamment parce qu'il a mal évalué les risques, une organisation
qui vous paraît en fait pathogène, c'est-à-dire porteuse de risque pour la santé, voilà, effectivement, là, tout simplement, il est en dehors des clous par rapport à ses obligations. Et ce que dit la jurisprudence, et ce qui est très important, c'est qu'en fait, euh, cette question de la santé au travail est maintenant à intégrer au bloc de contrôle de la directe, c'est-à-dire ou de la DRETS maintenant. Effectivement, la DRETS doit vérifier, quand elle valide ou homologue le PSE, que la direction a bien respecté ses obligations SSCT, c'est-à-dire qu'il a évalué les risques et qu'il met une organisation adaptée qui préserve la santé au travail. Et donc, il y a des jurisprudences bien établies maintenant qui fait qu'en fait, l'autorité administrative va retoquer le PSE si ces éléments ne sont pas respectés. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important et on se rend compte aujourd'hui dans nos interventions que les employeurs sont très vigilants sur le sujet. Alors, aujourd'hui, ils sont principalement vigilants sur la forme, c'est-à-dire qu'ils présentent quasiment systématiquement une évaluation qui est bien faite sur la forme. Sur le fond, effectivement, les choses sont en général assez différentes et donc tout l'enjeu, c'est de challenger la direction, quand vous êtes informé et consulté sur un PSE, sur l'effectivité des mesures de prévention qui sont prévues, sur la réalité de l'évaluation de son risque et là-dessus, évidemment, Syndex peut vous aider dans le cadre de l'expertise. Pour terminer sur les PSE, parce que je vois que le temps passe, il y a aussi un élément qui est évidemment important, c'est ce qu'on va appeler la négociation des mesures du livre 1. Donc, c'est toutes les mesures d'accompagnement à la mobilité externe. Et là, on a de nombreux points de négociation qui ne sont pas exhaustifs. On a effectivement, alors d'abord, tout l'enjeu de la mobilité interne, et notamment de la mobilité géographique. On a ensuite le congé de reclassement pour les entreprises du groupe de plus de 1000 salariés ou le CSP, contrat de sécurisation professionnelle pour les groupes de moins de 1000 salariés, qui sont à négocier. Alors, en tout cas, le congé de reclassement, parce qu'en fait, le CSP, comme c'est quelque chose qui s'impose, c'est pas négocié. Mais sur le congé de reclassement, la durée du congé, la possibilité d'avoir des périodes de suspension, le montant de l'allocation, c'est vraiment des éléments majeurs à négocier. On a ensuite la cellule de reclassement avec les obligations de résultat en fait, qui sont attachées à la cellule de reclassement, qui sont aussi à négocier, les aides à la formation, les aides à la création d'entreprise, et puis un certain nombre d'autres mesures d'aide à la mobilité externe, comme l'allocation temporaire dégressive ou des mesures d'âge pour accompagner les salariés qui sont en fin de carrière. Donc tout ça, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. On va très vite, mais c'est vrai que c'est des négociations qui sont complexes, où là aussi, l'assistance d'un expert peut en général quand même faire la différence. Pour vous, quels seraient les points bloquants pour la signature d'un accord d'APC, donc un accord de performance collective? Si vous êtes confronté à une signature, pour vous, qu'est-ce qui ferait que vous ne signerez pas un APC? Alors, les choses sont partagées. Visiblement, quand même, ce qui ressort le plus, et pour vous, ce qui est bloquant, c'est un accord de performance collective qui conduirait à des mobilités géographiques forcées, pour 75%. Ensuite, un autre point qui serait bloquant, c'est une diminution des rémunérations durables. Ensuite, ce qui serait bloquant, c'est on signe un APC, mais on ne sait pas sur quoi il va déboucher, notamment en termes d'impact positif sur la situation de l'entreprise. Et enfin, effectivement, une baisse de rémunération significative, mais limitée dans le temps. Donc, on voit tout ça, déjà, on a abordé assez rapidement là, à travers ce sondage un certain nombre de pièges. Hop, voilà. Alors, l'accord de performance collective, qu'est-ce que c'est en fait? L'accord de performance collective, c'est un nouvel outil sorti en 2017 des ordonnances Macron. Et en fait, qu'est-ce qui permet cet outil? Il permet à l'employeur de modifier un élément essentiel du contrat de travail sans l'accord du salarié. Ce qui est un peu une révolution, en fait, en termes de restructuration et plus généralement de code du travail. C'est-à-dire qu'on rappelle, les éléments essentiels du contrat de travail, il y en a combien? Il y en a 4. Vous avez le contenu du travail, les compétences et la qualification qui sont mis en œuvre effectivement dans l'activité de travail. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, vous avez le lieu de travail. Ensuite, vous avez la rémunération. Et le quatrième élément essentiel du contrat de travail, c'est le temps de travail et l'organisation du temps de travail. Donc, normalement, sans APC, s'il y a un employeur qui veut vous faire modifier des éléments en termes de rémunération, en termes de lieu de travail, en termes d'organisation du temps de travail, etc., en fait, il doit avoir l'accord du salarié. Et sans l'accord du salarié, il ne peut pas modifier ces éléments. Et bien, avec l'APC, c'est la révolution. À partir du moment où vous avez les organisations syndicales majoritaires qui signent un accord de performance collective qui va effectivement comporter ce type de modification, ça va s'imposer au salarié, sans son accord. Donc, on rappelle, un accord de performance collective, une fois qu'il est signé par les organisations syndicales, en fait, permet à l'employeur, en fonction de ce qui figure dans l'accord de performance collective, évidemment,
de modifier le temps de travail, de modifier la rémunération, de modifier le lieu de travail, donc c'est-à-dire d'imposer des mobilités géographiques, et puis de modifier aussi le contenu du travail, hein, c'est-à-dire ça peut passer par des mobilités professionnelles forcées. Voilà, donc c'est effectivement assez majeur et on comprend que c'est assez exorbitant, hein, c'est-à-dire que les conséquences pour les salariés potentiels sont très fortes. On prend par exemple l'exemple de la mobilité géographique. Alors l'exemple de la mobilité géographique, il peut être à double détente, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois avoir à travers un APC un employeur qui va imposer une mobilité géographique, qui va dire à partir de l'année prochaine, en fait, tu travaillais à Limoges, mais désormais tu vas travailler à Strasbourg. Et le salarié, en fait, ne peut pas refuser. Et s'il refuse, et c'est là tout le piège de l'APC, en fait, le salarié, s'il refuse la modification de son contrat de travail par l'APC, il est licencié hein, pour un motif sui generis. Ce n'est pas un licenciement pour motif économique. Voilà. Donc la mobilité géographique, ça peut être en one shot du premier coup, mais simplement aussi, qu'est-ce que peut faire un APC sur la mobilité géographique? Il peut simplement définir les conditions d'une mobilité et de dire, désormais, en fait, votre lieu de travail, ce n'est pas juste Limoges, mais c'est la France entière. Et donc, c'est-à-dire que finalement, 5 ans, 10 ans plus tard, alors que le salarié avait oublié qu'il y avait eu un APC, l'employeur peut dire, au fait, il y a eu un APC qui a été signé il y a 10 ans, tu ne t'en rappelles pas, mais moi je m'en rappelle. Et désormais, en fait, ton lieu de travail, c'est France entière. Donc, je vais te demander de déménager à Strasbourg et le salarié ne peut pas refuser. Donc, on voit qu'en fait, il y a des conséquences qui sont fortes et qui sont aussi étalées dans le temps. Hein. C'est ce que je voulais aussi illustrer à travers cet exemple de la mobilité géographique, c'est qu'on peut avoir des effets de la PC qui sont durables dans le temps. Donc, c'est quelque chose, on va dire, d'extrêmement piégeux et c'est pour ça vraiment qu'on vous conseille de vous faire accompagner dans le cadre d'une négociation APC et le Code du travail vous permet de vous faire accompagner par un expert comptable rémunéré en majorité à 80% par l'employeur. Et tout l'enjeu, en fait, dans un accord APC, dans une négociation, c'est d'abord se poser la question, est-ce que ça vaut le coup que je signe? Est-ce que finalement, si je signe, ça ne va pas finalement avoir des conséquences vraiment importantes, voire que je maîtrise mal sur les salariés de l'entreprise. Donc, c'est toujours la question. Voilà, nous, ce qu'on dit à Syndex, hein, vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord. Donc, toujours se poser la question de est-ce que je signe? Et en tout cas, dans le processus de négociation, c'est toujours avoir cette idée de mettre à la fois ce qu'on appelle, nous, des garde-fous et des contreparties. Hein, c'est-à-dire, par exemple, si on va parler de la mobilité géographique ou si on va parler effectivement d'une baisse de rémunération, c'est toujours se débrouiller pour que figure dans l'accord des dispositions qui limitent les effets dans le temps de ces mobilités géographiques, de ces baisses de rémunération. C'est par exemple aussi, on peut demander en contrepartie le fait que si un APC qui est signé, l'employeur s'engage à ne pas licencier pour motif économique, par exemple, pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ce qu'on propose aussi, alors la difficulté de l'APC, c'est que parfois c'est un bon outil, en fait. C'est-à-dire que quand l'entreprise se situe dans des difficultés passagères et qu'on estime que la situation va s'améliorer, finalement, pourquoi pas prévoir des aménagements temporaires des contrats de travail pour passer un coup dur de l'entreprise. Par exemple, une baisse très temporaire de certaines primes, de certaines composantes de la rémunération, etc. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, en fait, c'est toujours prévoir un effet limité dans le temps ou et un dispositif qui dit que, en fait, automatiquement, quand l'entreprise a retrouvé une situation économique positive, eh bien, les dispositions de l'APC vont s'annuler. Hein, c'est ce qu'on appelle une clause de revoyure. Donc, c'est par exemple plier une baisse des rémunérations ou une baisse de certaines primes au fait qu'un indicateur, par exemple un résultat d'exploitation, soit au-dessous d'un certain seuil. Et quand la situation est de revenu positif, quand l'indicateur, en l'occurrence, le résultat d'exploitation redépasse un certain seuil qui a été défini dans l'accord, eh ben, les dispositions de l'APC disparaissent et les primes reviennent. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus complètement rejeter l'APC par principe, parce qu'en fait, c'est un outil qui offre énormément de liberté, donc énormément de liberté à l'employeur, et ça, c'est dangereux, mais qui offre aussi finalement aux représentants du personnel énormément de liberté pour y insérer des clauses protectrices. Hein. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête.
Donc la RCC, effectivement, on va revenir sur les différents enjeux là, qui ont été identifiés. La RCC, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un dispositif qui est conditionné à la signature d'un accord majoritaire, d'un accord collectif, et qui suppose finalement qui pose un cadre particulièrement souple pour les employeurs. Vraiment, c'est s'il y a un maître mot à retenir par rapport à la RCC, c'est l'absence de contraintes et des obligations très légères qui pèsent sur l'employeur. Qui commence par l'absence d'obligation de consultation. Alors déjà, l'absence de contraintes de seuil, c'est-à-dire qu'on évoquait tout à l'heure les seuils en termes de suppression d'emplois, on évoquait les seuils notamment pour le PSE. Là, il n'est plus question de seuil, hein, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le nombre de suppressions d'emplois envisagées. La RCC est adaptée. Une autre absence de contraintes concerne finalement l'absence d'obligation de consulter le CSE. Le CSE est simplement informé de l'ouverture des négociations. L'absence de motifs économiques. Hein, finalement, la situation économique, quelle qu'elle soit, est totalement en dehors du champ des négociations et des discussions autour de la RCC, ce qui semble totalement une aberration hein, quand on réfléchit un peu à une réorganisation et à son adéquation par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, de l'entreprise. L'absence également d'obligation d'établir un PSE, et puis l'absence de contraintes en termes d'expertise légale, c'est-à-dire que il n'y a pas de consultation, il n'y a pas non plus d'accompagnement de l'expert du CSE dans le cadre d'une consultation qui n'existe pas. Et puis, d'autre part, quand bien même il y a des négociations, n'est pas prévu par le Code du travail la possibilité pour les organisations syndicales de se faire assister par un expert. Donc, ce qui évidemment n'empêche pas le fait que l'expert puisse les accompagner, mais ça fait partie d'un impératif, d'une obligation que doivent poser les organisations syndicales pour les accompagner dans le cadre de leurs négociations. Toujours en termes d'avantages hein, pour l'employeur, il y a évidemment l'exemption finalement de mettre en œuvre des critères d'ordre dans le cadre de la RCC, l'exemption également de proposer la priorité de réembauche, l'exemption en termes de congé de reclassement, l'exemption en termes de CSP, l'exemption en termes de plan de reclassement interne. On est vraiment dans un dispositif très avantageux, hein, vous l'avez compris. Et puis, dernier point, finalement, c'est également le contrôle à minima de l'autorité administrative qui intervient tout à la fin, j'allais dire, du processus, une fois que l'accord a été signé, si signature il y a, et qui va contrôler un certain nombre de points, mais là également avec un contrôle assez léger, il faut le reconnaître, de l'administration du travail. Vous mettiez tout à l'heure l'enjeu prioritaire que vous aviez identifié, qui est l'enjeu de la prime. Effectivement, j'allais dire, c'est peut-être la seule contrainte qui existe, enfin la seule contrainte un peu forte, puisque est posé dans le cadre légal le fait que le plancher de la prime pour finalement inciter les salariés à se porter volontaires, c'est le plancher de l'indemnité légale. Et donc, à minima, j'allais dire, il faut faire mieux que l'indemnité légale. Mais c'est, j'allais dire, la seule contrainte. En disant ça, ça n'empêche qu'on voit un certain nombre de RCC dans lequel on retrouve des congés de mobilité. Lorsqu'il y a un volume important de départ et lorsqu'on est, j'allais dire, aussi dans des entreprises de taille conséquente, on voit aussi parfois des congés de reclassement hein, mis en place, aussi des plans de reclassement interne. Et j'allais dire, on voit également des éléments beaucoup plus conséquents en termes d'information du CSE concernant ces négociations. Pour les OS, les enjeux sont assez proches de ceux qu'on avait identifiés et que Paul a rappelé concernant l'APC. Il y a évidemment la situation réelle de l'entreprise, la situation économique, de sa situation économique et financière, pour finalement apprécier, j'allais dire, le degré et d'urgence et d'adéquation
de cette procédure de RCC par rapport à la situation de l'entreprise. Il y a, j'allais dire, le contenu des mesures d'accompagnement, parce qu'on a des bassins d'emploi parfois particulièrement fragiles, des populations qui peuvent être également fragiles. Donc, il y a réellement la question, finalement, de l'ampleur du dispositif qui est mis sur la table pour accompagner les volontaires au départ. Il y a la question également des alternatives qui doit être posée. Hein. Finalement, si vous avez compris que c'est la signature des organisations syndicales qui rend possible ce mécanisme de départ et de départ basé sur le volontariat. Et donc, sans signature, j'allais dire, la RCC tombe à l'eau. Et évidemment, il faut avoir à l'esprit les conséquences et réfléchir aux alternatives de si jamais on ne signe pas, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que nécessairement il y aura derrière un PSE? Est-ce que au contraire, finalement, il s'agissait plutôt d'une gestion très anticipée de la masse salariale et finalement le PSE n'est pas du tout euh, un impératif, j'allais dire, dans la foulée d'une non-signature, et puis réfléchir évidemment aux conséquences, j'allais dire, pour les salariés, à la fois pour les salariés qui partent, si jamais les conditions sont vraiment très insuffisantes pour assurer leur reclassement, et puis également aux salariés qui restent, et c'est, j'allais dire, le dernier point aussi qui est vraiment un point de vigilance important, c'est la visibilité sur l'organisation, la répartition de la charge, etc., post-réorganisation, dans l'hypothèse où, évidemment, le volontariat serait satisfait et tous les départs seraient produits. Donc, c'est vraiment les points, les enjeux essentiels pour les organisations syndicales. Et encore une fois, même si le Code du travail ne prévoit pas l'accompagnement par un expert, on a tout à fait, les organisations syndicales sont tout à fait légitimes et, de notre point de vue, ont un intérêt fort à pousser à ce qu'un expert puisse les accompagner pour négocier au mieux cette RCC. Voilà pour notre présentation. On a un certain nombre de questions qui ont pu être posées. Bonjour Pierre, bonjour Paul. Moi, ce que je remarque, parce que je vis les PSE, ce que je remarque, c'est que la Driette, elle ne suit pas énormément et que une fois qu'on a validé, que la Driette a validé, malgré les incohérences, elle a validé, la direction, elle fait ce qu'elle veut. Il n'y a pas de suivi. Quand vous dites qu'il y a un suivi de la Driette, il n'y a pas de suivi du tout, quoi. On a beau alerter, il n'y a pas de réaction. C'est juste, moi j'ai l'impression qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Est-ce que c'est seulement chez nous ou c'est un cas que vous êtes remonté tout le temps? Alors, Voilà, les obligations d'évaluer des risques professionnels, la situation euh, de l'entreprise après le PSE, ben, tout ça, c'est du slideware. Et malgré nos protestations, nos explications, nos questions, euh, ils me prennent en compte et puis, OK, c'est bon, et puis on passe à autre chose. Et on n'a aucun pouvoir. On n'a aucun pouvoir de remonter le problème à la Driette. Elle reste silencieuse. Alors, moi, j'ai l'impression que la Driette, pour le moment, à mon avis, c'est la théorie, quoi. D'un point de vue, Pierre, dis-moi si je me trompe, mais a priori, en fait, tout ce qui est autour de l'autorité administrative va tourner autour de la décision en fait, de validation et d'homologation. Voilà. Et ensuite, la difficulté, c'est qu'en fait, l'autorité administrative a pas, en fait, dans ses missions, et en fait, j'entends que c'est un peu paradoxal et que c'est une difficulté, mais elle n'a pas dans ses missions de suivre en fait la bonne application soit du PSE, donc du document unilatéral qui a été soumis à information consultation, soit de l'accord qui a été signé avec les organisations syndicales.
C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est d'autres acteurs qu'il faut mobiliser. Et c'est notamment l'inspection du travail ou le tribunal judiciaire. En fait, si vous estimez tout simplement qu'il y a eu un accord qui a été signé, hein, notamment sur un accord, et qui n'est pas appliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est-à-dire vous avez On la est d'accord. direction qui ne va pas respecter ses obligations auxquelles elle s'est elle-même contrainte, en fait, hein, dans son document unilatéral ou dans l'accord qu'elle a signé avec vous. On Donc, est en fait, là, d'accord effectivement, ouais. que qu'une fois que c'est validé, malgré, des incohérences, une fois que c'est validé, la direction, elle peut très bien compter sur le fait que nous, il va falloir on sorte de l'artillerie lourde, c'est-à-dire les procès, pour pouvoir, ouais, dit: «Bon, allez-y», et nous, le jour Ouais. où on est Alors, vraiment coincé, on sort l'artillerie lourde, mais sinon on est obligé de oui, alors suivre. d'un point de vue juridique, mais en fait, alors normalement, ce que vous avez quand même dans le cadre d'un PSE, vous avez une commission de suivi. Vous mettez en place une commission de suivi, donc c'est une commission paritaire dans laquelle vous avez effectivement des représentants de l'employeur, vous avez des représentants aussi des salariés, et vous avez, en général, c'est ce qu'on recommande et c'est systématiquement le cas, vous avez un membre de l'autorité administrative, donc de l'adresse ou de l'adriette, qui va figurer en fait dans cette commission de suivi. Alors, ils ont du mal à être à toutes les réunions hein, des commissions de suivi, mais en tout cas, ils y siègent de manière officielle. Et en fait, cette commission de suivi, elle a notamment pour but, alors, son rôle est précisément défini hein, dans l'accord portant sur le PSE ou dans le document unilatéral, mais en toute logique, le rôle de cette commission de suivi, c'est notamment de vérifier que le PSE est correctement appliqué, hein, c'est-à-dire le document unilatéral ou l'accord est correctement appliqué. Donc déjà, dans cette commission de suivi, en fait, vous devez en fait saisir l'autorité administrative qui va siéger à cette commission avec l'employeur. Et dans cette commission en fait de suivi, ça va être là le lieu où il faut mettre devant le nez de l'employeur avec l'adriette, parce que l'employeur ne respecte pas ses obligations. Et donc là, Donc je normalement, effectivement, l'adriette va pouvoir recadrer les choses, même si son pouvoir, entre guillemets, d'injonction là va être relativement limité. je confirme dans ce cas-là mon impression concernant mon cas particulier. Je fais partie des commissions de suivi et l'adriette, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est, juste, un concept. Mais elle est présente ou pas du coup, très Non, concrètement? pas du tout, pas du tout. Ouais, voilà, c'est le problème. Là, ils sont débordés en On fait. a beau relancer, balancer toutes les informations par email, il n'y a pas de ouais, c'est juste pour vous mettre au courant, mais Ouais, c'est bah, à mon avis, dans ce cas-là, dans ce cas-là, il faut passer à ouais, bien sûr. à l'étape suivante, Ouais, on est d'accord. c'est l'inspection du travail ou le tribunal judiciaire. On est d'accord et une question qui me trotte à l'esprit parce que effectivement la direction, elle peut proposer des postes, de reclassement, de repositionnement et cetera Elle et doit, si c'est ja une obligation, ouais. oui et dans la mesure où, on refuse, ce Mhm. n'est plus un licenciement économique, mais c'est un licenciement pour raison personnelle. Donc, alors, C'est c'est ce qui ça dépend des cas particuliers. Alors, c'est ce qui a été c'est un peu écrit. technique, mais si par exemple vous avez effectivement, c'est un poste qui va être dans la même catégorie professionnelle, effectivement, votre direction peut vous dire, bah, en fait, là, je te propose un poste qui va pas entraîner une modification d'un élément essentiel de ton contrat de travail, parce qu'en fait, c'est au même endroit, le poste, il est tout à fait similaire, donc c'est une simple modification de tes conditions de travail. Non, non, Tu l'acceptes. tous les postes qu'on nous propose Bah non, mais dans ce cas-là, elle peut sont pas faire ça. tous Non. les postes qu'on nous propose sont à une diminution de salaire de 40. Ouais. Et du coup, Et elle dit, si vous refusez ce poste, vous êtes licencié, c'est mais marqué pour un dans motif simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour un motif pour... voilà, pour motif personnel. Non, ben là, c'est vraiment Et complètement la illégal, question en que je fait. me pose, c'est que si jamais on est licencié pour motif personnel, heu, quelles sont les conséquences? J'imagine que les indemnités légales vont pas être la même chose dans Ouais. le cadre d'un licenciement économique ou licenciement, personnel et cetera. Bah, en fait, là, moi, je vous conseille à ce moment-là, ça me paraît quand même assez Ben, on va le énorme hein, remonter, comme violation des obligations de l'employeur. Donc, je pense qu'en fait, il faut vraiment vous faire assister d'un avocat et puis OK. vraiment les salariés individuellement et qu'en fait, même vous le faisiez tous ensemble hein, en une action collective, contestent effectivement la nature de leur licenciement et que leur Non, parce licenciement soit qu'à un requalifié, moment quoi. donné non, parce qu'à un moment donné, il est sorti, il est échappé de la bouche de la direction, ben, qu'ils aillent au procès, ça va durer 2 ans et cetera. Donc ils comptent déjà sur le fait que les employés, les collaborateurs ne n'iront pas au procès. Mm.
Après, j'allais dire des employeurs voyous, Ça existe ça un peu existe, hein. C'est trop. comme, entre guillemets, jouer aux échecs avec un pigeon. À un moment, les gens ne respectent pas les règles. Enfin, là, Ok. du coup, c'est compliqué pour nous de répondre, effectivement, quand on Non, a ok, des donc je employeurs en comprends, ouais. face. Bon, c'est pas la majorité, en tout cas, dans ce qu'on constate, qui expressément ne respectent pas les règles. Et Hein. pour Comme- une dernière question pour le RCC. Si le RCC est si profitable que ça, parce que je vois qu'elle est bien profitable pour l'employeur, pourquoi elle ferait un PSE? Tout ce qu'elle a à faire, c'est Alors, faire plusieurs en, RCC. en deux mots, parce qu'après, on va passer la parole à Oui, tout à fait, Marguerite. oui. Tout simplement parce qu'en fait, sur la rupture conventionnelle collective, il faut un accord, il faut la signature des organisations syndicales. Et Ah, les OK, organisations syndicales, elles ne d'accord, sont pas obligées de signer. Alors que sur un PSE, il n'y a pas besoin de signature si effectivement l'employeur passe en unilatéral. Donc, c'est la grande différence. d'accord, Alors, et sur les RCC, en fait, la difficulté, c'est qu'il y a un double volontariat. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait un premier volontariat des organisations syndicales. C'est-à-dire qu'il faut que les organisations syndicales soient volontaires pour signer un RCC. Et le deuxième volontariat, c'est qu'il faut que individuellement, les salariés soient volontaires pour adhérer à la RCC. Sur les PSE, vous n'avez aucun volontariat. Il peut y avoir des licenciements contraints. C'est-à-dire que les OS, elles signent pas, mais il y a quand même un PSE, et les salariés, ils sont pas d'accord, mais ils sont quand même virés. Donc c'est ça la grande différence quand même. merci beaucoup. Si, Marjorie, peut-être vous... Oui, bonjour. 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 Vous m'entendez? Oui, Oui, on vous très entend. bien. On vous entend. Oui. Je suis navrée, je rentre chez moi, du coup, il y a peut-être du bruit autour. Non, non, allez-y. Euh, oui, effectivement, dans ma structure, il nous a été annoncé un PSE fin septembre. Donc là, on est toujours dans l'attente de la R1, de la première réunion qui nous présente le PSE. Et chez nous, on est une intersyndicale où on s'entend bien. On est trois délégués syndicaux qui arrivent d'horizons différents, mais on s'entend bien et on se posait la question de on veut pas forcément arriver sur un accord en fait sur ce PSE parce qu'on le subit parce qu'il y a eu une incurie de la gouvernance, etc. Et qu'on veut pas être associé à ça finalement à un moment donné sur ses départs, mais on veut quand même pouvoir négocier malgré tout au mieux. Et on se posait la question, est-ce qu'il valait mieux dès le départ dire de toute façon nous on ne voudra pas d'accord ou laisser venir, négocier, arriver petit à petit et au final dire bon ben non, on signera pas d'accord. Bah, je- Ou finalement signer un accord. alors, c'est un choix tactique qui est Ça vous appartient? compliqué et qui impose aussi un choix en termes de positionnement Et oui, syndical, pardon, et positionnement intersyndical. Je serais tenté plutôt de vous dire qu'il faut, j'allais dire, aller aux négociations et se réserver la possibilité de l'équité, ou en tout cas de feindre de l'équité, si vraiment vous voyez que vous n'obtenez rien dans le cadre des négociations. Et à ce moment-là, vous aurez tout le loisir de l'équité et de voir si l'employeur finalement a compris toute l'utilité et toute la valeur de votre signature à ce moment-là. Mais si d'emblée, vous les refusez, finalement, ces négociations, oui, c'est ouais, certaines de collègues qui voulaient vous allez, dire non d'entrée de jeu. voilà, Mais Ouais. Non, vous allez moi, je pense qu'effectivement, c'est pas forcément une. Alors après, c'est la stratégie syndicale, donc ça vous appartient complètement, mais oui, d'un œil extérieur, c'est pas forcément peut-être une bonne stratégie. Et alors, pour ce qu'a dit Pierre, c'est-à-dire qu'en général, dans la négociation, on arrive quand même à glaner des choses et à la fin, on se pose la question est-ce qu'on quitte les négos, est-ce qu'on les quitte pas? Mais dans le processus de négociation, souvent, vous arrivez à glaner des choses, à gagner des choses. Donc après, est-ce qu'il faut les ouais. compter, est-ce qu'il faut accepter, est-ce qu'il faut signer? Ça, c'est une question. Mais je pense qu'en fait, on a un autre point qui est le fait de refuser d'entrer une négociation. Il y a un message pas très positif envoyé à l'autorité administrative qui C'est du ce que coup, je aura pensais moi. l'impression, ouais, qui aura l'impression d'avoir des représentants du personnel qui vont pas jouer le jeu de la négociation et du coup qui seront peut-être moins dans une posture d'appui aux représentants du personnel, qui vont peut-être moins vous aider, qui seront peut-être moins à votre écoute du coup. Nous, on est les deux à la fois. On est représentants du personnel et délégués Ouais. syndicaux. Donc, du coup, Donc on voilà, donc du coup, fusionne c'est un peut-être petit peu aussi une tout ça. posture. Si vous dites dès le début à votre direction, non, on ne veut pas négocier, Et c'est ça. qui Moi, fera que c'était l'argument que j'avais. ouais. Bon, après, moi, j'ai une troisième. Donc, ça, c'est ça. C'est-à-dire que ça va peut-être pas mettre l'adresse dans votre poche, quoi. Et puis, Et oui, troisième point,
alors, c'est parce qu'en fait, l'accord, il peut être partiel. C'est-à-dire que à D'accord. la fin de la négociation, vous pouvez dire, écoutez, nous, on signe la partie qui concerne uniquement les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire on estime que finalement, l'indemnité supralégale qu'on a négociée, la durée du congé de reclassement, le niveau du congé de reclassement, les aides à la formation, bon, on estime que c'est correct, qu'on a bien avancé et que les salariés qui quitteront l'entreprise quitteront leurs entreprises avec des mesures qui leur permettront une transition à minima sécurisée. Donc ça, on est prêt à le signer. Par contre, ce qu'on ne signera pas, c'est tout le reste. C'est notamment, je sais pas moi, le nombre de suppressions de postes par catégorie professionnelle, le motif économique, etc. Et donc aussi, voilà, moi je pense que du coup, vous avez cette possibilité-là, c'est D'accord. de rester droit dans vos bottes, entre guillemets, de dire, nous, en fait, cette restructuration, on estime qu'elle est liée à des erreurs de l'employeur et on ne veut pas y être mêlé et on ne veut pas signer. Par contre, on est prêt quand même à faire notre possible pour que les salariés qui partent dans de bonnes conditions. Et sur ce point-là, mais uniquement sur ce point-là, on est prêt à discuter. Ou en tout cas, on est prêt à signer. Donc, c'est une posture aussi que vous pouvez avoir. Après, moi, Ok. là-dessus, je pense qu'il y a un élément qui est important, je termine juste, c'est toujours sur cette question de est-ce qu'on négocie, est-ce qu'on négocie pas, est-ce qu'on signe pas, qu'est-ce qu'on signe pas. Moi, je pense que c'est toujours important là-dessus d'être en lien avec les salariés. C'est-à-dire que vous êtes représentant des salariés et que donc cette signature, cette signature ou cette négociation ou cette absence de négociation ou absence de signature, elle correspond aussi aux souhaits des salariés. Vous serez beaucoup plus fort dans la négociation, dans votre posture, et éventuellement au moment où vous allez refuser, si en fait vous le faites parce que vous avez les salariés qui sont en phase avec votre position. Oui. Mais c'est pas facile. Parce que c'est ça Oui, qu'il oui, faut mettre oui. en place un dispositif de communication et d'échange avec les salariés, en fait. Oui, bon, ça va, on n'est pas une trop grosse structure, on tourne à une centaine, on Ouais. reste encore, voilà, ça reste encore faisable. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Et c'est vrai que du coup, j'avais pas conscience qu'on pouvait faire l'accord que Partiel. partiellement. Ouais. Donc ça, effectivement, ça ouvre d'autres voies aussi. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées. Là, si Oui, vous êtes oui, oui, mais on est confronté, déjà en vous nous lien avec appelez. Sendex. On peut échanger en amont de la R1, etc. Super. N'hésitez pas à nous appeler. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, Merci. merci à tous pour votre attention, votre participation. On vous invite encore une fois à vous rendre sur notre site syndex.fr sur lequel vous trouverez beaucoup de ressources. On a dit beaucoup de choses aujourd'hui, on est allé rapidement, sans doute trop rapidement pour certains d'entre vous. Donc il y a beaucoup de ressources pour se plonger sur quelque chose d'écrit et de plus facilement assimilable sur notre site. Et puis évidemment, on vous invite à nous contacter et dans ces cas de figure, à nous contacter, j'allais dire, le plus en amont pour qu'on puisse vous assister, vous aider, vous donner des clés de lecture, de compréhension pour aborder, j'allais dire, au mieux ces situations de restructuration qui sont très, très, très complexes et engageantes. Merci à Merci tous. pour votre écoute. À bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. Au revoir. Au revoir.